Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une utilisation des suites adjacentes concernant le théorème des valeurs intermédiaires. Ce théorème n'est pas toujours démontré en classe de terminale. D'ailleurs, cette démonstration, je pense qu'elle n'est pas exigible dans le programme. Moi, je la faisais quand même, mais j'utilisais le théorème de convergence monotone. Alors, il faut savoir que le théorème des suites adjacentes et le théorème de convergence monotone sont équivalents. Lorsque nous avons démontré dans une précédente vidéo le théorème des suites adjacentes, j'ai utilisé le théorème de convergence monotone, mais on peut, à partir des données du théorème des suites adjacentes, démontrer le théorème de convergence monotone. Vous trouverez une démonstration dans mon blog, donc je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, et vous aurez aussi un polycopié concernant ce que je vais faire aujourd'hui. Alors c'est plutôt du court, même si vous allez voir qu'il y a quelques exemples. J'ai vu que récemment il y avait un certain nombre de personnes qui s'étaient abonnées. Je les remercie parce que quand il y a un petit peu plus d'abonnés, ça m'encourage. Un peu de pouces levés, je vous remercie aussi. Peut-être que Yacine ou un de mes anciens élèves sont passés par mes vidéos et sont dit un petit pouce levé va encourager la personne ultra sensible que je suis. Alors en fait, vous allez voir que le titre que j'ai mis, c'est continuité sur un intervalle, parce que c'est surtout des fonctions continues sur un intervalle dont on va parler aujourd'hui. Alors, quand j'avais encore des classes devant moi, il y a peu de temps, je donnais souvent des petites approches à mes élèves pour avant d'aborder le cours. Et voilà ce que je donnais notamment, approche 1 vers le théorème des valeurs intermédiaires. La fonction g continue sur l'intervalle 1, 5 est telle que g de 1 égale 4 et g de 5 égale moins 3. Question 1, représenter graphiquement plusieurs courbes C de G répondant aux hypothèses. Et puis, question 2, donner le nombre de points d'intersection avec l'axe horizontal pour chaque courbe C de G. On parlera de l'approche 2 après. Approche 1, la fonction g est continue sur un 5 est telle que g de 1 égale 4 et g de 5 égale moins 3. Alors je vous donne un exemple que j'ai obtenu à main levée en utilisant le logiciel GeoGebra. C'est pas très facile, hein. Je sais que j'ai parfois des critiques sur ma façon d'écrire. Ici on peut constater qu'il y a 1, 2, 3 points d'intersection. Donc en fait, on place le point A de coordonnées 1, 4, le point B de coordonnées 5, 3, et puis on essaye de tracer une courbe sans lever le crayon qui rejoint A et B, évidemment, de la gauche vers la droite, entre guillemets. Alors, on pourrait très bien représenter le segment AB, auquel cas il y aurait un seul point d'intersection. Alors, quand je demandais à mes élèves combien ils ont eu de points d'intersection, j'avais souvent des réponses avec des nombres entiers et impairs. Donc je leur demandais s'ils pouvaient avoir 2 points d'intersection. Alors il y avait souvent une hésitation, certains me disaient non, d'autres me disaient oui, mais sans avoir forcément de réponse, et puis il y avait toujours au moins un élève un peu rusé pour obtenir la réponse. On va en parler un petit peu après. Donc la question 2, c'était donner le nombre de points d'intersection avec l'axe horizontal. Donc on vient de dire qu'il y avait 3 points d'intersection pour l'exemple donné. Alors évidemment, ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est que il n'y a pas aucun point d'intersection, hein. Il y en a au moins un. Donc on peut en obtenir 1, 2, 3, 4, je le disais aux élèves. Alors 2, ça les surprenait un peu. Et puis, je leur faisais un élève en général allait au tableau pour
montrer qu'il y avait possibilité de 2 points d'intersection. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai trouvé, enfin, je vais vous donner une fonction pour laquelle ça marche bien. Vous considérez la fonction g définie sur -2, 4 par g de x égale x-2 au carré, facteur de x plus 1 par exemple. Alors comment je l'ai trouvé? Je m'arrange pour que, évidemment, ici je mets le carré de x-2, ce qui fait que la valeur 2 va être une solution de l'équation j de x égale 0. Il y a aussi la valeur -1 ici. Évidemment, on peut trouver énormément d'exemples. Bon, la courbe CG et l'axe des abscisses sont 2 points d'intersection. Voilà la courbe. Et puis, donc à main levée, l'idée c'est d'essayer de faire en sorte que voilà, vous ayez un point là qui soit situé sur l'axe des abscisses, mais que la courbe qui arrive en ce point reparte sans aller en dessous de l'axe des abscisses. Approche 2, vers ce que j'appelais parfois le théorème de la solution unique, que j'appelais le TSU, le dessus, TSU. Alors la fonction f est continue strictement décroissante sur l'intervalle 1,5, ici on rajoute cette hypothèse, est telle que f de 1 égale 4, f de 5 égale -3, représenter graphiquement plusieurs courbes C de f répondant aux hypothèses, donner le nombre de points d'intersection avec l'axe horizontal pour chaque courbe C de f. Alors j'ai oublié de vous parler de quelque chose, j'en parlerai après. Donc l'approche 2, donc représenter graphiquement plusieurs courbes C de f répondant aux hypothèses. Alors un exemple obtenu à main levée avec GeoGebra, donc on passe du point A au point B, et puis là on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection, et puis quels que soient les exemples qu'avaient les élèves, ils n'en trouvaient qu'un seul. Donc deuxièmement, donner le nombre de points d'intersection avec l'axe horizontal pour chaque courbe C de f, il y a un seul point d'intersection pour l'exemple donné. Il y a un seul point d'intersection, quel que soit l'exemple donné. Oui, alors j'ai oublié quelque chose, c'est de vous parler du fait que quand j'ai écrit ici, on peut obtenir ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou etc. On va voir qu'il y a possibilité d'en obtenir une infinité. Alors je vais aller chercher le logiciel GeoGebra pour vous faire une animation. Voilà, je vais considérer une certaine fonction. En fait, je prends g de x égale x sinus 1 sur x. Alors ici, sur l'intervalle 0, 0,5. Et puis, une fois n'est pas coutume, on va décrire cette courbe à l'aide du curseur. Alors, vous voyez qu'il y a un point M qui se balade sur la courbe. Alors, il est colorié en bleu, P comme positif, ou en rouge, N comme négatif. Alors le problème avec GeoGebra, c'est qu'on ne peut pas, apparemment avec le curseur, varier mieux que de 10-3 en 10-3, ce qui fait que on voit pas vraiment que quand le point M va se rapprocher du point O, que il y a beaucoup de valeurs en fait du point M qui vont être situées sur l'axe des abscisses. Mais il y en a beaucoup. Il suffirait de zoomer un peu pour voir que dans cette zone-là, autour du point O, au voisinage de 0, cette courbe n'arrête pas d'osciller entre au-dessus de l'axe des abscisses, en dessous, en coupant l'axe des abscisses. Donc on considère la fonction g définie sur 0, 0,5, fermé en 0, fermé en 0,5 par g de 0 égale 0 et g de x égale x sinus 1 sur x si x est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 0,5. Alors dans une précédente vidéo, j'ai démontré que cette fonction était continue en 0 et qu'elle est
aussi évidemment continue en taux réel de l'intervalle 0, 0,5 ouvert en 0. Alors pour le démontrer, par exemple, on peut démontrer que G est dérivable sur l'intervalle 0, 0,5 ouvert en 0, fermé en 0,5, donc il est continu. En revanche, pour montrer qu'elle est continue en 0, eh bien, on utilise l'expression de G de X et le fait que sinus 1 sur X est une fonction bornée sur grand R, donc en particulier sur cet intervalle. Et comme sinus 1 sur X est compris entre moins 1 et 1, G de X va être compris entre moins X et X avec le théorème dit des gendarmes ou d'encadrement. On montre que la limite de G de X quand X tend vers 0 est égale à 0 et donc est égale à G de 0. On va effectuer en fait ce qu'on appelle un prolongement par continuité de cette fonction en 0. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe, quelles sont les valeurs de x qui éventuellement annulent g. Alors, on va considérer un réel x, mais attention ici, dans l'intervalle ouvert en 0, 0,5. Alors, g de x est égal à 0, c'est seulement si x sinus 1 sur x égale 0. Et comme x n'est pas égal à 0 dans cet intervalle, ça nous donne sinus 1 sur x égale 0. Un peu de trigo, ça veut dire que 1 sur x est égal à capi k élément de n étoile. Alors pourquoi il y a une équivalence? Parce qu'en fait, on va le vérifier après. Les valeurs qu'on va trouver sont bien dans l'intervalle 0, 0,5 ouvert en 0, fermé en 0,5. Parce que les valeurs qu'on trouve, c'est x égale 1 sur capi. Et pour k égale 1, on trouve 1 sur pi. Et 1 sur pi est bien dans l'intervalle 0, 0,5. 1 sur 2 pi aussi, etc. Puisque la suite de termes général 1 sur capi k appartenant à grand N étoile est même strictement décroissante. Et donc, puisque le premier terme appartient à l'intervalle 0, 0,5, ils y appartiennent tous. Donc on peut dire que pour tout entier k support égale à 1, l'image de 1 sur capi par g vaut 0. On a aussi g de 0 égale 0. Mais déjà, avec l'ensemble des réels 1 sur capi k appartenant à n étoile, on a une infinité de solutions. Et elles sont dans l'intervalle 0, 0,5. Utilisation à nouveau du logiciel GeoGebra. Alors, j'ai créé un curseur K qui va varier ici de 1 jusqu'à 100 même. Et puis en fait, j'ai fabriqué les points Z indice K appartenant à l'intervalle 100, K est entier. Et donc on a déjà ici 100 valeurs de x qui annulent g de x, mais on peut en avoir autant qu'on veut. Entre guillemets. Alors cet exemple, je le présentais plus en classe de terminale les dernières années, puisqu'il n'y avait plus le prolongement par continuité au programme. Enfin, parfois, j'essayais de le faire quand même. Alors le cours, paragraphe 1, le lemme de Bolzano. Alors Bolzano, vous pouvez vous renseigner, c'est un mathématicien. Vous entendrez parler certainement bientôt du théorème de Bolzano-Weierstrass en classe de maths sup ou à l'université. Alors il dit quoi? Il dit que si la fonction g est continue sur l'intervalle AB et si g de A et g de B sont de signes contraires, alors il existe au moins un réel C de l'intervalle AB tel que G de C égale 0. Alors c'est comme ça que je présentais mon cours de terminale en fait. Alors je vais vous montrer avec GeoGebra petite animation pour qu'on voit quelles vont être les idées pour la preuve. Vous voyez à l'écran que ce sera une preuve par dichotomie. Vous avez entendu parler de la dichotomie en terminale, notamment avec ce qu'on appelle l'algorithme de dichotomie qu'il faut absolument savoir pour le bac.
Donc, utilisation du logiciel GeoGebra. Alors, ça m'a demandé beaucoup de temps hier pour avoir une figure à peu près propre. Et oui, les professeurs travaillent contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Bref, dans la zone graphique, vous voyez que j'ai représenté une certaine fonction G. Pour pas le cacher, c'est x cube moins 3x carré plus 2 dans l'intervalle en fait moins 1,5, on le voit sur le graphique 2, 3. Et donc voilà ce qui se passe, c'est que vous avez le point de départ à 0, le point d'arrivée entre guillemets B0. Alors on voit que A0 a une ordonnée négative, B0 a une ordonnée positive strictement, ce qui veut dire que G de A0 étant l'abscisse du point A0 est strictement négative et le G de B0 est strictement positif. Alors en fait, A0 c'est petit a et B0 c'est petit b. Donc on a représenté sur l'intervalle AB cette fonction G. G de A est strictement négatif, G de B est strictement positif. Et donc, que va-t-il se passer intuitivement, c'est à peu près évident qu'il va falloir que la courbe qu'on doit tracer sans lever le crayon, puisque G va être continue sur AB, elle doit couper l'axe des abscisses. Mais la démonstration, c'est pas si simple. Alors, la première idée que j'ai eue, c'est de vous tracer, par exemple, la corde A0, B0, ici, hein, et puis de prendre son milieu C0, ce qui fait que en traçant une droite verticale, je vais vous la faire voir au départ, voilà. La droite verticale passant par C0 coupe évidemment l'axe des abscisses en un réel que j'ai appelé C0. Et puis pour ce réel C0, qui est le milieu de A0, B0, bien sûr, hein, nous avons la possibilité de calculer G de C0 et puis de faire apparaître un point que j'appelais S0, qui a pour coordonnées C0, G de C0. Et là, quand on voit ça, on se dit, bah tiens, le point S0, il est situé au-dessus de l'axe d'abscisse. Donc finalement, si on ne travaillait que dans l'intervalle A0, C0, on serait un peu dans la configuration de tout à l'heure, c'est-à-dire on va avoir G de A0 qui est strictement négatif et G de C0 est strictement positif. Ce qui fait que par rapport à l'intervalle A0, B0, nous n'allons garder en fait qu'un seul morceau, c'est l'intervalle A0, C0. Et on va renommer A0 et C0 de la façon suivante. Voilà, on va les appeler A1 et B1. Et donc A0 est égal à 1 ici. En revanche, quand on regarde B1, B1 il n'est pas égal à B0, hein, il est strictement plus petit que B0, il reste quand même dans l'intervalle AB de départ. Et donc notre recherche d'une racine de G va se faire maintenant dans A1, B1. Et on itère le procédé, on prend le milieu de A1, B1, C1, on trace une verticale qui rencontre l'axe des abscisses en C1, on peut chercher le point S1 d'abscisse C1 et d'ordonnée G de C1, ici S1 il est situé au-dessus de l'axe des abscisses, ce qui veut dire que pour l'étape suivante, on va garder voilà l'intervalle A2, B2. Alors A2 est toujours égal à 1, égal à A0, égal à A. Mais B2, lui, qu'est-ce qui s'est passé? B2, il est plus petit que B1. C'est pour notre exemple, bien sûr. Et à l'étape suivante, on va voir que il va y avoir une modification, puisque le point S2, lui, là, il est situé en dessous de l'axe des abscisses. Ce qui veut dire que là, pour l'étape suivante, voilà, A3 est plus grand que A2. Évidemment, le dessin commence un petit peu à se compliquer.
Alors reprenons un petit peu tout ça et puis on va voir ce que j'ai placé dans le graphique 2. Alors dans le graphique 2, en fait, ici j'ai représenté un segment P0, Q0, de centre ou de milieu R0. Et en fait, ce segment, c'est le segment A0, B0. Et puis, ensuite, j'ai représenté le segment P1, Q1, en fait, qui correspond au segment A1, B1, sauf que pour qu'on puisse un petit peu mieux voir cette suite de segments, j'ai décalé d'une unité. Et puis, même chose pour P2, Q2, P3, Q3, etc. Alors, vous voyez un truc qui vous dit, on va à droite, on va à gauche. Alors, en fait, ça vient d'où? On va le voir, notamment avec le dessin. Tout dépend si le point SN est situé au-dessus ou en dessous de l'axe abscisse, ou alors, ce que j'ai découvert en faisant ce fichier, en fait, ici, le segment qui rejoint grand C0 et petit C0 dans le graphique, là, bah, parfois il coupe l'axe, il coupe la courbe et parfois il le coupe pas. Donc ça peut être un critère. Là il le coupe pas, ça veut dire que quand il le coupe pas, pof, on va vers la gauche. Par contre quand il coupe, pof, on revient vers la droite. Et donc quand on regarde dans le graphique 2, ici le va à gauche, c'est pour l'étape suivante. Donc, pof, va à gauche. Va à droite maintenant. Pouf, va à gauche. Bon, l'avantage du graphique 2 ici, c'est qu'on voit que, eh bien, A0 ici, qui vaut moins 1,5, égale à 1, égale à 2, par contre, est plus petit que A3. B0, eh ben, B1 est plus petit que B0, B2 est plus petit que B1, par contre, B3 est égal à B2. Et si on avait représenté tous ces segments sur l'axe horizontal, eh bien, ils seraient inclus les uns dans les autres. On parle de segments emboîtés. Alors, plus précisément, on pourrait dire que si on les appelle IN, ces segments, ben, IN plus 1 est inclus dans IN. Voilà, vous avez I0, le segment P0, Q0, pof, I1 est inclus dans I0. Et en plus, la longueur de chaque segment au fur et à mesure du temps diminue de 50%. On divise par 2 à chaque fois. Méthode de dichotomie. La dichotomie, c'est-à-dire le partage en deux. Je disais à mes élèves aussi, c'est choisir la bonne moitié, ce que moi je n'ai pas su faire. Voilà, et on a l'impression quand même qu'il y a une forme de convergence, hein. La suite AN est croissante, la suite BN est décroissante, et comme la différence des deux, BN-AN, bah, ça va être la longueur du segment de départ, B-A, divisé par 2 puissance n, puisqu'à chaque fois on divise par 2. Alors on pouvait remarquer qu'ici, en fait, il y avait 3 points d'intersection entre la courbe de G et l'axe d'abscisse, mais le procédé qu'on a utilisé, qui est un procédé dichotomique, nous a ramené que vers une seule racine. Mais nous, on veut montrer qu'il y a au moins une racine, donc ça va nous suffire. Alors dans le polycopier, je vous ai fait un dessin un petit peu pour représenter la situation qu'on vient de voir avec les points, la suite de points N, la suite de points BN, et les segments, je les ai représentés au-dessus pour qu'on voit un peu I0, I1, I2, I3. Hein. Maintenant, on doit pouvoir faire les démonstrations. Alors, évidemment, vous avez remarqué que j'avais pris G2A plus petit que G0, plus petit que G2B. Alors, on peut le supposer, quitte à changer G en moins G. Hein. C'est une tactique assez classique. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire.
Alors, on va poser I0, c'est l'intervalle A0, B0, avec A0 égale A et B0 égale B. De milieu, C0. Et puis, ce premier segment a pour longueur, évidemment, B-A. Alors, si G de C0 est supérieur ou égal à 0, bah à ce moment-là, on garde la valeur de A, et donc il y a 1 égale à 0. Et on modifie B1 qui devient C0, c'est la situation qu'on avait d'ailleurs dans notre exemple. Sinon, ça veut dire que là, on garde la gauche, entre guillemets la gauche. Sinon, eh bien, ça sera C0 et B1, ça sera B0, ça veut dire qu'on garde la droite, entre guillemets. Et puis, voilà ce qu'on fait, c'est que maintenant, on pose I1, l'intervalle 1, B1. Alors, évidemment, I1 a pour longueur B-A divisé par 2. Et puis, on considère le nombre C1 qui est le milieu du segment I1. Si G de C1 est supérieur ou égal à 0, alors on garde la valeur de A, 2 égale à 1 et B2 égale C1. Sinon, A2 égale C1 et B2 égale B1. Ou bien on garde la gauche, ou bien on garde la droite. Alors le segment I2, A2B2, il a évidemment pour longueur B-A divisé par 2 et encore divisé par 2, c'est-à-dire B-A divisé par 2 au carré. On considère C2 le milieu du segment I2 et puis on continue pour évidemment définir I3, etc. Et donc on dit qu'on itère ce procédé dichotomique et on obtient les suites de réels AN, BN, CN, et puis une suite de segments qui sont emboîtés, qu'on appelle IN, d'amplitude. Alors BN moins AN, ça sera B moins A divisé par 2 puissance N. Vérifier pour N égale 0, N égale 1, N égale 2. Et par construction, N est croissante et Bn est décroissante. Et puis Bn moins An, pour limite 0, B moins A c'est une constante, et puis divisé par l'infini, ça va nous donner 0. On peut donc dire que les suites An et Bn sont adjacentes, et d'après le théorème des suites adjacentes, les suites An et Bn convergent donc vers un réel C de AB, de l'intervalle AB. Alors c'est là qu'on va démontrer que G de C vaut 0. Alors comment on va faire ça? On va utiliser les suites. Puisque la suite AN converge vers C, et surtout l'hypothèse de continuité est G continue en C, puisque G continue sur l'intervalle AB et que C appartient à AB. Alors on sait que à ce moment-là, la suite G de AN converge vers G de C. Pour tout n de grand N, G de AN est inférieur ou égal à 0, et donc par passage à la limite, G de C va être inférieur ou égal à 0. Maintenant, on utilise la suite Bn, puisque Bn converge vers C et que G continue en C. On sait d'après le cours que G de Bn converge vers G de C. Donc, pour tout n de grand N, G de Bn étant positif, par passage à la limite, G de C est supérieur ou égal à 0. Alors, on a G de C qui est négatif et G de C positif. Il n'y a pas d'autre choix, c'est que G de C vaut 0. Et donc, on a bien montré qu'il existait au moins un réel C de l'intervalle AB tel que G de C égale 0. Alors, pour ceux qui verraient pour la première fois une démonstration de ce type, évidemment, ça n'est pas évident. Il s'agit de reprendre la démonstration, feuille, crayon, essayer de... sur une feuille de brouillon, de la reconstituer parce que c'est une technique qui va être utilisée normalement plusieurs fois dans l'enseignement supérieur. Alors, il y a d'autres preuves possibles, en tout cas, il y en a au moins une autre, mais elle utilise ce qu'on appelle l'axiome de la borne supérieure, et d'ailleurs, c'est grâce à cet axiome qu'on peut démontrer le théorème de convergence monotone. Je n'en dirai pas plus pour l'instant sur l'axiome de la borne supérieure. Mais bien évidemment, vous pouvez faire des recherches, notamment sur Internet. J'avais fait une petite vidéo de présentation de la liaison terminale supérieure et j'ai donné un site sur lequel on peut trouver des choses intéressantes qui s'appelle Exo7, EXO7.
aller la voir éventuellement. Et puis aussi, c'est en relation avec Uniciel, l'Université de Lille, où il y a aussi des vidéos, il y a aussi des textes. Bon, après, il y a d'autres choses sur Internet, évidemment. Alors, paragraphe 2, le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, en fait, on va utiliser l'M de Bolzano. Donc, la propriété, si f est une fonction continue sur l'intervalle AB, alors pour tout réel K compris entre f de A et f de B, il existe au moins un réel C de l'intervalle AB tel que le f de C égale K. Alors, nous, on a vu le cas particulier tout à l'heure où K vaut 0. Alors, une preuve, on peut supposer que f de A est inférieur égal à K, inférieur égal à f de B, quitte à changer moins f en moins f, pardon. Alors, ici, j'ai pas mis strictement compris, parce que si K égale f de A, bah forcément C égale A, ça convient. Si K égale f de B, alors C égale B convient. Et puis, si f de A est strictement inférieur à K, strictement inférieur à f de B, comment va-t-on faire? Alors, on utilise une petite translation. En fait, on va poser une fonction auxiliaire. Pour tout réel x de l'intervalle AB, fermé en A, fermé en B, on va prendre g de x égale f de x moins K. Et donc, on peut dire que f est continu sur AB. Donc, g est continu sur AB. Puisque la fonction constante moins k est continue, la somme de deux fonctions continues sur un intervalle est continue sur cet intervalle. Alors, puisque f de a est plus petit que k, on peut dire que f de a moins k est strictement inférieur à 0, et f de a moins k, c'est g de a. Donc, g de a est strictement négatif. K est strictement inférieur à f de b, donc f de b moins k est strictement positif, donc g de b est strictement positif, puisque g de b, c'est f de b moins k, bien sûr. Alors, on sait que g est continu sur l'intervalle AB fermé en A, fermé en B, et g de a strictement inférieur à 0, strictement inférieur à g de b. On peut utiliser le lemme de Bolzano, je crois que c'est Bernard son prénom, mathématicien tchèque. Il existe au moins un réel C de l'intervalle AB, fermé en A, fermé en B, tel que G de C égale 0. Et justement, G de C égale 0, donc F de C moins K égale 0. Donc F de C égale K. Donc il existe au moins un réel C de l'intervalle AB, tel que F de C égale K. Alors, une remarque, la réciproque est fausse. Attention. La courbe représentative d'une fonction f définie sur l'intervalle 0,2 est donnée ci-dessous. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai tracé en fait deux segments. Et puis j'ai considéré alors que on partait du point de coordonnée 0,1. Ici, avec ce premier segment, on arrivait au point de coordonnée 1,3. Je descends un peu, je repars quasiment du point de coordonnée 1,2 et j'arrive au point de coordonnée 2,5. Eh bien, si vous regardez bien, f n'est pas continu en 1, mais pour tout réel k compris entre f de 0 et f de 2, c'est-à-dire entre 1 et 5 ici, il existe au moins un réel c de l'intervalle 0,2 tel que f de c égale k. Alors, si vous ne le voyez pas bien, on va utiliser GeoGebra. Donc, le fichier GeoGebra, alors vous voyez que peut-être dans la fenêtre algèbre, en fait, vous avez l'expression de deux fonctions affines que j'ai choisies. Si x appartient à l'intervalle 0,1 fermé en 0, fermé en 1, j'ai pris 2x plus 1. Et puis, si x appartient à l'intervalle 1, 2, ouvert en 1, fermé en 2, j'ai pris 3x moins 1. Donc, j'ai pris un curseur K et puis on va l'animer. Voilà, à chaque fois, on trouve un point d'intersection, alors, ou deux. Mais on en a au moins un. Voilà, j'espère que vous êtes convaincus. Paragraphe 3, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, la propriété qui s'appelle corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, on pourrait dire aussi que c'est le théorème de la solution unique pour une certaine équation. Si f est une fonction continue et strictement monotone, le strictement est important sur AB,
fermeur A, fermeur B. Alors pour tout réel K compris entre F2A et F2B, il existe un seul réel C de l'intervalle AB tel que F2C égale K. Il est tout seul, il est unique ce réel C. Donc une preuve, d'abord j'ai dit que la fonction f est continue sur AB et que K est un réel compris entre F2A et F2B. Donc il existe au moins un réel C de l'intervalle AB tel que F2C égale K d'après le théorème des valences intermédiaires. Et puis deuxième étape de la démonstration, on va démontrer que ce réel C est unique. Alors pour démontrer qu'il est unique, en général, en maths, on suppose qu'il y en a deux. Et donc on va supposer qu'il existe deux réels C et D de l'intervalle AB tels que F2C égale F2D égale K. Et puis on va démontrer qu'à ce moment-là, C est forcément égal à D. Et donc la question qu'on se pose, c'est peut-on avoir C différent de D? Donc, quasiment, c'est un raisonnement par l'absurde qu'on va faire ici. Si C est strictement inférieur à D, alors comme F est strictement croissante sur AB, ici je vais considérer qu'elle est strictement croissante dans la démonstration. Vous ferez vous-même la preuve quand la fonction est strictement décroissante. Donc j'ai rajouté quand même cette hypothèse que j'avais oublié de mettre. Et donc dans ce cas-là, f de C étant strictement inférieur à f de D, on aurait K qui serait strictement inférieur à K, ce qui est impossible. On échange le rôle de C et D et on obtient exactement la même impossibilité. Et donc C ne peut pas être strictement inférieur à D, C ne peut pas être strictement supérieur à D, donc ils sont égaux. Et donc on va pouvoir dire que il existe un seul réel C de l'intervalle AB tel que f de C égale K. Remarque, la réciproque est fausse. Alors ici, j'ai considéré une fonction f définie sur l'intervalle 0,3 dont la courbe est donnée ci-dessous et puis on va aller voir en fait ce qui se passe après avec le logiciel GeoGebra. Alors f n'est pas continu ici en 1 et en 2. Mais si vous regardez un petit peu la figure, vous allez pouvoir vous dire que pour tout réel qui a compris entre f de 0 égale 1 et f de 3 égale 5, il existe un seul réel C de l'intervalle 0,3 tel que f de C égale K. Le fichier GeoGebra, donc j'ai créé un curseur K qui va varier entre 1 et 5, et puis animation, on va constater qu'effectivement, il y a toujours un point d'intersection que j'ai appelé G. Alors les points C et E n'appartiennent pas à la courbe représentative de la fonction. Bon, pour les curieux, voilà comment je l'ai fabriqué. J'ai pris 3 fonctions affines. Et donc, vous avez, si x est compris entre 0 et 1, f de x égale x plus 1. Si x est plus gros que 1 et plus petit que 2, j'ai pris 6 moins 2x. Et si x est compris entre 2 et 3, j'ai pris x plus 2. En fait, l'idée, c'est de partir quasiment d'une fonction, éventuellement vous partez d'une fonction qui va partir du point A, arriver au point F, et puis vous coupez un petit peu au milieu, vous s'arrangez pour que vous décalez un petit peu le segment là. Alors j'ai retrouvé un vieux fichier que j'avais fabriqué avec le logiciel Géoplan Géospace qui n'est plus actualisé. Vous allez voir que voilà la technique que j'utilisais. Donc j'ai déplacé un segment qui était au centre et je l'ai tourné un peu, et donc ici on a 2 points de discontinuité. Alors ça, vous allez voir que j'ai un petit problème avec le pilotage. Ça devrait être réglé. Et en fait, les 2 segments bleus,
je vais à nouveau les découper en 3 morceaux. Ah, il veut toujours pas. Alors j'espère que vous voyez, je découpe à nouveau en 3 morceaux et puis ainsi de suite. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'on a l'impression que, eh bien, on fait apparaître l'équation Y égaliste, c'est-à-dire la droite au K ici. Hein, je suis dans un repère orthonormé au IJ et puis le point K pour coordonner à 1. Mais en fait, pas du tout. Hein, il y a une infinité de points de discontinuité. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, il y a beaucoup de points bleus, mais il y a aussi beaucoup de points rouges. Quand je dis des points, en fait, ce sont des segments. Hein. On a l'impression que c'est des points à force. Rigolo. Enfin, si on veut. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me resterait à faire des vidéos avec des exercices sur la continuité sur un intervalle. Je vais essayer de faire ça dans les jours qui viennent. Le temps me manque. Il faut aussi que j'essaye de placer sur mon blog tous mes cours de terminale, mais il y a beaucoup de choses à faire et en plus j'essaye de les améliorer, ce qui demande vraiment beaucoup de temps. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, surtout prenez bien soin de vous, que la force soit avec les étudiants qui rentreront bientôt, nous sommes le 20 août 2024. Il me reste à vous dire le classique, au revoir.